Bonjour, nous allons aujourd'hui étudier le point de fonctionnement des aimants et le critère d'Evershed. Evershed, Eversh d'ailleurs c'est une très bonne question, je ne sais même pas comment on le prononce. La première chose qui va nous intéresser, c'est le schéma ici à gauche et qui représente le cycle d'hystérésis que nous avons vu dans la vidéo précédente. On voit ici une zone en gras qui est la zone de fonctionnement de l'aimant, c'est-à-dire la plage que nous allons utiliser pendant son fonctionnement. Alors évidemment, si on décide de faire des cycles d'hystérésis comme on les a vus, bien sûr que le circuit magnétique va se comporter sur l'entièreté du cycle, mais quand on veut travailler avec un aimant, on va s'intéresser à cette zone ici en gras. On retrouve cette zone en gras qui a été ici zoomée sur ces deux graphiques ici pour différents éléments. Alors à droite ici des éléments plus anciens et ici à gauche des éléments plus récents. On voit que la forme de la caractéristique est vraiment différente. Ici on a une caractéristique très abstraite, tandis qu'ici on a une caractéristique extrêmement linéaire. Et on va s'intéresser au point de fonctionnement qu'on appelle BH max, c'est-à-dire le rapport, ou le produit BH qui va être maximal. Alors, sur un graphique comme celui-ci, c'est très difficile de trouver comme ça, de visu, le produit BH max. C'est pourquoi généralement il est donné, hein, on donne la valeur BH max. Par contre, ici, dans des caractéristiques linéaires comme ici, c'est beaucoup plus simple. Hein, et si on s'intéresse par exemple ici au samarium cobalt, si on voulait voir le produit BH max, ben, on voit qu'ici, je vais de 0 à moins 800. Donc ça veut dire que la partie, le rapport max ou le produit max va être donné ici au milieu. Donc c'est-à-dire pour un HA de moins 400 et un B de plus ou moins 0,5. Et donc le BH max du samarium cobalt va être donné par eh bien, 0,5 fois moins 400. Attention aux unités, ici c'est des kiloampères, il ne faudra pas oublier de remettre ça en ampères. Voilà, maintenant que ceci est dit, on va s'intéresser aux critères d'Evershed, à nouveau, je ne sais pas comment on prononce, c'est pas le problème. Et donc je vais m'intéresser au graphique, au schéma qui est dans les notes. Alors on voit ici un circuit magnétique qui est composé d'un aimant, ici, de longueur LA, A pour aimant, hein, ok, SA sa section d'aimant, BA le champ d'induction provoqué par l'aimant, à l'intérieur d'un circuit fer, donc ça veut dire qu'il va canaliser les lignes de champ dues à l'aimant et les faire passer dans l'entrefer ici, l'entrefer qui est de section petit e, de largeur petit e et de section SE. Alors on va s'intéresser tout de suite à ce que les notes nous disent, et premièrement, ils nous demandent d'établir la loi de conservation de flux, et donc ben, ce qu'on peut écrire, hein, c'est que le flux créé, qui passe dans l'aimant, est égal au flux qui va passer dans l'entrefer, puisque on a vu la loi de conservation de flux dans les notes. Alors si on travaille un peu ça, on sait que le flux, c'est le champ d'induction multiplié par la section, et donc de ce côté-ci aussi. Et je peux isoler si j'ai envie, et je vais le faire parce qu'on verra qu'on en aura besoin tout à l'heure, SA comme étant BE SE sur BA. La deuxième partie de ce qui nous est demandé, c'est de conclure finalement que comme le champ d'excitation de l'entrefer est 10 000 fois supérieur au champ d'excitation qui passe dans le fer ici, hein, ce champ d'excitation ici est 10 000 fois plus petit que celui-là, ben, ça veut dire qu'on pourra dire que H fer est beaucoup plus petit que le H dans l'entrefer, et donc dans les calculs, on pourra le négliger. C'est d'ailleurs ce qui nous amène au point C dans les notes, c'est d'établir le théorème d'Ampère justement en disant que le champ d'excitation dans le fer est plus faible et donc négligeable. Alors, si on réécrit le théorème d'Ampère appliqué à mon circuit ici, alors j'ai une partie ici magnétique HALA, je vais tout de suite l'écrire, HALA, plus
le champ d'excitation multiplié par la longueur du fer, mais comme on a dit qu'on est négligé, on ne va pas les écrire, plus ben, ce qui se passe dans notre fer, c'est-à-dire HE, LE, et tout ça, c'est égal au courant total. Alors, sur le schéma ici, on voit bien qu'il n'y a aucun courant. On a un aimant qui va créer un champ magnétique, mais il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de création de courant, il n'y a pas d'utilisation du courant. Et donc, on pourra dire que le théorème d'Ampère ici est égal à HALA plus HELE. Et tout ça, ça vaut 0. Alors, de là, on va pouvoir tirer LA, qui va donc valoir moins HELE sur HA. Et ensuite, on va s'intéresser au volume du matériau magnétique. C'est ça qu'on cherche à montrer finalement. Et le volume de l'aimant ici, eh bien, qu'est-ce qu'il vaut? Le VA, il vaut LA multiplié par sa section, SA. Dès lors, on va pouvoir repartir des différents SA et LA qu'on a déterminés juste avant. Je vais donc avoir ici un BESE sur BA multiplié par, attention il y a un signe de moins ici, HELE sur HA. Alors si on remet un peu d'ordre dans tout ça et qu'on fait attention au signe moins, on va obtenir ici que le volume de l'aimant est égal à moins BE HE fois VE sur BA HA. Ce BAHA, c'est le point de fonctionnement qu'on a déterminé juste avant, dans le début de la vidéo. C'est-à-dire que pour avoir un volume qui diminue, on doit avoir un produit BAHA qui augmente et qui va vers un maximum. Alors pourquoi est-ce qu'on veut faire diminuer le volume d'un aimant? Simplement parce que ça coûte cher, hein. Et ça coûte d'autant plus cher que le poids augmente, et comme le poids est directement lié au volume, plus je diminue le volume, plus je diminue le coût de mon circuit magnétique. Et donc, plus je vais vouloir diminuer le coût de mon circuit magnétique, plus je vais augmenter mon produit BHA maximum, donc mon point de fonctionnement optimal de mon aimant. Et donc, pour cela, je vais devoir changer de matériau, hein, puisque si jamais je remets l'image ici de mes courbes de fonctionnement de mes aimants. Alors pour le samarium cobalt, on pouvait dire qu'on avait ici moins 400 et 0,5. On en conclut que pour le néodyme fer bore, ici qui va de moins 850, donc on va avoir la moitié qui est à peu près ici, hein, qui est très proche. Par contre, on va avoir un B ici qui est de l'ordre de 0,7. Et donc, ça veut dire que le produit BH du néodyme fer bore, là, on va l'écrire comme ça, il va être plus grand que le BH du samarium cobalt. Mais, donc ça veut dire que je vais avoir besoin de moins d'éléments aimantés quand j'utilise du néodyme fer bore que quand j'utilise du samarium cobalt. Mais évidemment, les prix ne sont pas la même, puisque le prix entre de la ferrite, donc qui est un élément très mauvais finalement au niveau de l'alimentation, et le fameux néodyme fer bore, c'est un rapport de 10. Donc ça veut dire que le néodyme fer bore est 10 fois plus cher par exemple que la ferrite. Alors j'ai pas le prix du samarium cobalt au kilo, mais évidemment il va être moins cher que le néodyme fer bore. Et donc il y a tout un compromis à avoir sur prix, volume et produit BAHA. Et donc ce critère ici, qu'on a finalement déterminé, c'est ce fameux critère d'Eversh qui nous intéressait au début de la vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.